Salut à tous, je suis Théo, joueur et coach chez Spin Elite et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle série de vidéos que je vais faire non pas seul mais avec un acolyte que je vais vous présenter par la suite. L'objectif de cette série de vidéos ce sera de le faire partir de 500 € et le faire atteindre les 10 000 € le plus rapidement possible. Il jouera sur Unibet en Hexapro classique et en Hexapro Banzai. Il devra passer les limites une par une avec une gestion de bankroll assez agressive évidemment parce que le but c'est de terminer le plus rapidement possible. On vous montrera toutes ses mains clés, on vous montrera ses courbes, on vous montrera ses up, on vous montrera ses down. Le but c'est que vous soyez en immersion avec nous pendant tout le challenge, que PB soit votre ami et que vous l'aidiez à atteindre le plus rapidement possible ces 10 000 €. Alors n'hésitez pas à lui donner de la force dans les commentaires et à suivre l'intégralité de cette série pour réaliser vous aussi ce challenge avec Spin Elite. Allez, on démarre. Du coup, comme je vous avais présenté, voici PB qui va réaliser ce challenge pour vous. Pour lui, mais aussi évidemment pour Spin Elite. Bah écoute, PB, je vais te laisser te présenter rapidement. Ouais, merci Théo. Du coup, PB, je m'appelle en réalité Pierre Baptiste, mais effectivement, on m'appelle plutôt PB dans la vie. J'ai 30 ans et très content de pouvoir faire ce challenge avec SE. Et du coup, toi, tu as rejoint SE il y a combien de temps? C'est assez récent. J'ai commencé à grind pour SE en fin janvier de cette année, donc ça fait grosso modo 3 mois. Ok. Et du coup, rapidement, pour que les gens se rendent compte de ton parcours au niveau du poker. Ouais, bon, écoute, j'ai commencé quand j'avais 18 ans, grosso modo, par du cash game. Après, j'ai fait un peu d'expresso classique. C'était tout le temps un peu en ligne de fond depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et j'étais léger gagnant sur les micros en espresso globalement. Ok. Et tu es rentré chez Spin Elite du coup il y a 3 mois et tu as commencé par quelle limite? J'ai commencé en 5 €. J'avais présenté un bon sample en 5 € sur Winage et plusieurs milliers de games avec un bon CEV, voilà. Ok. Et donc aujourd'hui, on peut le dire, tu es actuellement, donc là on est le 1er mai, tu es en 5 €, tu joues pardon en 10 € sur Unibet aujourd'hui. Ouais, c'est ça, je suis passé en 10 fin du mois dernier. Voilà. Donc, pour vous présenter très rapidement PB, voilà, c'est un profil qui est plutôt débutant. Il est en 10 € actuellement, mais l'objectif, ça va être effectivement de le faire monter le plus haut possible pendant ce challenge. On verra si on arrive à le ramener jusqu'aux 50, 100 €. C'est peut-être pas l'objectif. L'objectif va vraiment être de passer de 500 à 10 000 avant tout. Et puis, les limites, on verra aussi en fonction de comment ça se passe. Et s'il arrive à évoluer vite, il évoluera vite vu que effectivement, il est chez Spin Elite. Il est en stacking. Donc, le but, ça va être de shooter le plus vite possible pour arriver le plus vite possible à atteindre les 10 000 €. Et du coup, pourquoi ce challenge t'a intéressé et pourquoi tu veux le faire en Hexapro du coup? Le premier point, c'est le fait de structurer mon grind. Ça va me donner des objectifs clairs et précis, que ce soit en termes de volume, avec environ 3000 parties par mois. Ça fait un bel objectif aussi en termes financiers. Et surtout, ça va me permettre de me focuser, même avec toi Théo, tout au long du challenge. Et on essaiera de vous le faire partager sur les problématiques que je peux rencontrer, aussi bien sur la technique que sur le mental, et travailler justement sur ces points-là. Ok, trop bien. Et du coup, pour tout ce qui est tes points forts et tes points faibles, tu as déjà un peu en tête ce qui vont être tes forces et tes faiblesses? Ouais, je pense que j'ai plutôt bien compris la macro du format, donc j'ai fait pas mal de simus sur SongSim, je sais ce que peut être la variance sur ce format, j'ai assez de recul sur comment peut fonctionner ce format-là, donc ça c'est plutôt un avantage selon moi. Je suis plutôt à l'aise maintenant sur la partie jeu exploitant contre fiche. Je m'amuse plutôt bien en 5-10, je me sens à l'aise aux tables. Et le challenge, ça sera de commencer à m'adapter sur des profils un peu plus réguliers qui vont commencer à apparaître pendant le challenge et j'en suis conscient. Ok, trop bien. Je pense que tu as effectivement défini l'une des principales difficultés. C'est que tu vas avoir des adversaires qui vont être complètement différents en fonction de ce que tu vas jouer. Effectivement, en 5 €, tu vas avoir des tables plutôt faciles. Et plus tu vas monter de limites et plus il y aura d'adversaires compliqués. Et effectivement, c'est aussi ce qu'on bossera beaucoup. C'est-à-dire de travailler certains adversaires, certains profils pour que tu aies une palette suffisamment large, comme tu l'as dit, pour pouvoir contrer un peu toutes les situations. Et donc, ton gros point fort, ce serait plutôt l'adaptation, du coup, puisqu'aujourd'hui, tu me dis que tu es plutôt à l'aise sur les tables avec des joueurs plutôt récréatifs. Donc, je suppose que là-dessus, c'est plutôt ton point fort. Ouais, tout à fait. On va dire que j'ai bien cerné et c'est vraiment l'axe que donne Spin Elite quand on rentre dans la structure, c'est de vraiment créer des adaptes qui sont assez faciles en fait à mettre en place contre les fiches, et une fois qu'on les maîtrise, on se rend compte que c'est vraiment efficace. Ouais, et du coup, bon, on va le dire rapidement, mais je vais t'accompagner pendant ce challenge sur l'intégralité du challenge. L'objectif, ça va être vraiment moi de t'aider au maximum. Qu'est-ce que tu attends toi de moi? Parce que ça, c'est la zone principale grise pour moi, puisque effectivement, je reste coach, mais c'est toi l'acteur de cette série. Ouais. Moi, j'ai envie d'être aussi un bon élève pour que tu sois un bon coach pendant le parcours. Donc, je vais essayer de partager mes ressentis, mes difficultés, mes interrogations. Ce que je vais attendre de toi, c'est que tu puisses mettre en évidence en fait les axes de travail majeurs.
c'est-à-dire qu'on puisse travailler vraiment sur les points qui pêchent le plus de mon côté, et ils vont apparaître pendant le challenge, et qu'on puisse fixer ça intelligemment. Et on a eu l'occasion déjà de faire des coachings ensemble, et j'aime beaucoup ton approche, donc je suis très confiant sur ce point-là. Trop cool. Et dernière question, bon, celle-là, elle est un peu optimiste. En combien de temps tu penses que tu vas réussir ce challenge, selon toi? Bah, c'est vrai que quand on se fixe un objectif financier, donc les 10 000 euros, on sait pas trop combien de temps ça va prendre. L'objectif aujourd'hui, c'est de me challenger en faisant 3000 games par mois. Donc, je pense que dans une vision optimiste, ça sera 3 mois. Réaliste, ça va faire 4-5 mois, peut-être plus, en fonction de ce qui passe. C'est dur à savoir à l'avance. Non, mais c'est bien d'enregistrer ça maintenant, comme ça on se rappellera le jour où tu réussiras. À combien de temps tu t'étais fixé? Effectivement, de toute façon, je suppose que tu l'as déjà rentré sur Swong Sim. Tu as tout essayé d'évaluer, vu que j'ai l'impression que c'est ton profil où tu aimes bien avoir des idées en tête, un objectif clair et anticiper globalement tes difficultés. Et c'est aussi ce qui me plaît dans ton profil, et c'est aussi pour ça que je suis assez confiant sur le fait qu'on y arrive. C'est que je sais que tu es assez carré et qu'il y a peu de raisons de pas y arriver. Donc, notons ça. On se dit 3 mois le scénario optimiste, et au pire, on terminera en septembre tranquillement si ça se passe bien. Ouais, c'est ça. Terminer dans l'été, ça serait top. Super. Bah écoute, on va s'arrêter là pour la partie interview, et je te propose du coup de passer à ta première review de gameplay, où tu m'as envoyé un premier gameplay du coup que tu as fait dernièrement en 5 euros. Et l'objectif va être du coup d'analyser tes premières, je vais dire erreurs, mais voilà, il y a un peu de tout, sur ces limites, pour justement partager un peu aux gens ton niveau actuel, et qu'on voit comment tu évolueras au fur et à mesure des vidéos. Voilà. Ok, top. Allez, donc on se retrouve du coup sur ta première main. Ici, tu vas avoir Valet 10 off. Tu es contre un joueur qu'on ne connaît pas, donc à ce moment-là, on peut supposer récréatif, vu qu'on est sur des parties à 5 euros en Expresso Banzai. Tu limpes en SB, ton adversaire check, et on se retrouve sur un board Roi, Dame 3, tout à trèfle. Ton adversaire fait quelque chose qu'on voit, je vais pas dire assez régulièrement, mais qu'on peut voir de temps en temps à ces limites-là. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait dans cette main, c'est, alors ici, on va effectivement calculer ta cote, et on va se rendre compte que tu as largement la cote. Là, il n'y a pas de problème. Du coup, est-ce que tu connais cette notion de calcul de cote? Ça te parle? Ouais, ça me parle. Ok, donc rapidement ici, si on fait le calcul, il y a donc 9 trèfles manquants, enfin 9 trèfles pardon qu'on joue. On va jouer aussi les 3 as, donc hors l'as de trèfle qu'on a déjà compté, plus les 3 9, donc ça nous fait 15 out, si je dis pas de bêtises, ça fait 3 plus 9, ouais c'est ça, 15. Donc ici, on est au flop, donc il reste 2 streets. On va multiplier du coup ce chiffre par le nombre de streets, donc 2 fois pour la turn et 2 fois pour la river, donc on peut multiplier par 4 directement. Donc on a globalement 60% ici. Donc maintenant qu'on a calculé, on a fait notre petit calcul, on peut calculer l'équité qu'il nous faut. Ici, notre adversaire nous met à tapis, donc pour calculer notre équité, il va falloir du coup faire globalement notre tapis x2 vu qu'il nous couvre. Donc ça sert à rien d'aller prendre les 21 du pot. Donc ce sera 8 x 2 plus 2, donc ça fait 18. Donc on a 8 à mettre dans 18, ça nous fait globalement 40%, je dirais, à peu près. On va pas être hyper précis de toute façon ici, on sait qu'on a l'équité. Mais voilà, ici, important de savoir calculer des cotes. Là, c'est surtout ce qui est important et qu'il faut maîtriser. Je pense que dans ce spot, peu de gens n'auraient... Enfin, tout le monde aurait payé quasiment. Mais je pense qu'il est important de comprendre comment ça marche, de comprendre le calcul. Donc n'hésitez pas aussi à mettre pause et vous attarder sur le calcul. Là, on est allé très vite. Mais n'hésitez pas à regarder le calcul à froid. Et surtout, moi, ce qui va être important derrière, c'est qu'on ait l'information de avec quoi il fait tapis. Là, évidemment, pour faire notre calcul, on est parti du principe que notre adversaire avait souvent un roi et une dame et jamais les trèfles. Donc, globalement, qui nous bloquait pas d'out. Tout simplement parce que je m'attends pas à ce qu'un adversaire fasse tapis ici avec les trèfles. Je m'attends pas non plus à ce qu'il fasse tapis avec un tirage. Donc, pour moi, il a souvent un roi ou 2 paires éventuellement. Je m'attends pas à des brelans puisque la plupart des adversaires feraient tapis pré-flop. Mais voilà pourquoi on fait tout ce calcul et tout cet argumentaire. L'intérêt aussi de comprendre si par exemple ici tu avais eu un roi sans trèfle, est-ce que ça aurait valu le coup de payer potentiellement? Ça c'est aussi l'information qu'on va devoir tirer une fois qu'on aura vu la main de notre adversaire pour savoir si c'est intéressant ou pas de payer dans ces situations, parce que vos adversaires vont le faire toujours avec le même type de main. Donc il est important d'avoir l'information et de surtout la noter quoi. Et donc ici, donc tout ça pour dire que à mon avis tu as payé, c'est pas le problème. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on disait. Bon, tu as un tout petit peu moins d'équité vu qu'effectivement il bloque un trèfle, ce qui change pas grand chose au calcul. On l'a vu dans le calcul, ça représentera qu'un out. Donc tu as toujours la cote. Mais voilà, comme prévu, il a un roi, donc ça prend de la note que ton adversaire ici va donc à tapis des rois sur des boards aussi dry. Enfin aussi, pardon. Je dis dry parce qu'en réalité, il peut plus rien se passer quasiment à part quelques tirages quoi. Mais voilà, ici je pense que c'est important de savoir calculer une cote et de savoir les mains que tu peux payer. Et ici par exemple, effectivement, tu vois si tu avais eu roi 7 sans trèfle, potentiellement ça aurait pu être un fold en fonction de ton adversaire. Maintenant, si on sait qu'il est capable de faire tapis avec tous les rois et potentiellement des rois sans trèfle, ça peut être aussi un call complètement profitable. Donc ça, c'est très important d'avoir tout le raisonnement en tête. Voilà. Bon, et du coup, on va laisser le showdown parce que c'est ce que les gens veulent voir. Et effectivement, tu as perdu ici. Donc, nouvelle main ici. Cette fois-ci, tu es sur un multiplicateur x3. Tu es contre des adversaires dont on n'a pas d'informations dessus à ce moment-là de mémoire. Tu prends tu décides de limp.
Jusque-là, je pense que ça te va aussi. A posteriori, ça me va aussi. Ton adversaire va décider de check et on se retrouve sur un board valet 17 flush draw. Tu vas c-bet, ton adversaire va call et on va se retrouver sur une carte très intéressante à la turn. Je vais te demander déjà ton raisonnement à froid et ensuite, du coup, on regardera ce que tu as fait et aussi, du coup, ce que j'aurais fait aussi. Ouais, ok. Qu'est-ce que du coup tu ferais à froid là? Bah déjà c'est pas le meilleur board du monde à c-bet, mais j'ai une strat comme ça et donc je c-bet. Et là en fait j'ai un peu de mal à jouer ces spots où la turn me rajoute pas mal d'équité, mais en même temps me donne pas une infête non plus. Donc si ça avait été une brique complète, j'aurais continué en sizant 1,5 à la turn. Okay. Et c'est vrai que maintenant quand la turn connecte bien avec ma main, j'avoue que j'ai pas trop de plans encore en tête. Okay. Donc je suis pas forcément encore très à l'aise sur ce genre de spot. Ok. Ici, ce qui est cool, c'est qu'effectivement, la turn t'apporte un flush draw. Et aussi, la turn est un as qui complète quand même énormément ta range ici. Alors, effectivement, ici, on est en board limpé. On sait qu'on est. Enfin, la réalité, c'est qu'on n'a pas d'as dans les faits, parce que si tu ne limperais pas d'as, il n'y a aucune situation où tu limperais. Mais par contre, dans ce que peut percevoir ton adversaire, là, c'est une carte qui fait peur. Tu peux en avoir. Bah, c'est une over au 7, au valet et au 10. Et c'est surtout une carte où tu vas pouvoir mettre beaucoup de pression à ton adversaire. Et en fait, quand on réfléchit au flop, c'est assez simple de call beaucoup de mains. Ouais. Ici, il va call des 8, des 9, des dames, potentiellement des hauteurs rois. Bon, je m'attends pas à des hauteurs 6, hein. Je pense que ça t'en fait fold d'une partie quand même. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, en gros, on a à peu près dit les mains qui peut payer. Évidemment, je compte pas toutes les paires. Toutes les paires, c'est pas forcément. Tu peux pas les faire fold tout de suite. Par contre, ici, effectivement, tu vas avoir le choix du sizing. Donc déjà, on dit qu'on mise. Maintenant, le choix du sizing. Toi, tu m'as parlé d'un sizing 1,5, c'est ça tout à l'heure? Bah plutôt quand c'est une over la deuxième carte au board et quand je suis en bluff, ça va être ma line. Maintenant, effectivement, quand mon équité augmente, j'aurais plutôt tendance comme ça à refroidir de size up et de faire quelque chose comme 2,5 ou 3, je pense. En fait, là, c'est même pas une histoire de ton équité augmente. Là, c'est simplement que cette carte est vraiment trop belle pour faire peur à des 7. Parce qu'ici, tu vois, je pense que si tu fais cher, tu peux faire fold un 7 dès maintenant. Oui. Enfin, je suis assez sûr que beaucoup de 7 vont fold. Tu peux même commencer à attaquer des 10 qui vont commencer à fold. Alors, tu vas en faire fold peut-être 20% sur les 80%, enfin sur les 100% qu'il a, tu vois, mais c'est toujours 20% qui fold ici, qui folderont jamais sur un petit sizing. Et surtout, tu vas commencer à faire fold à grosse fréquence, les 8, les 9, les hauteurs, les dames. Les dames vont peut-être payer parce qu'elles ont quand même gutshot. Mais les 8 et les 9, c'est sûr que tu vas en faire fold une grande partie. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'effectivement, si tu as un adversaire qui est très agressif, il va potentiellement faire tapis avec ses flush draws et tu n'as pas l'équité nécessaire une fois que tu as fait 3 pour payer à tapis. Donc c'est un peu le problème. Parce que en fait, le problème, c'est que quand il a des trèfles, ils sont au-dessus de ton 5. Donc en fait, tu joues vraiment que les 5, les carreaux et le 2. Et ça restera pas assez d'équité pour payer ici. Mais par contre, effectivement, tu vas mettre beaucoup de pression sur beaucoup de mains. Donc j'aime beaucoup ici le sizing big, donc sizing 3 quarts. Voilà, pour toutes ces raisons-là. Donc toi, tu vas faire ton petit sizing. Bah, moi, je pense que tu feras pas fold assez de mains et le problème, c'est qu'il va falloir en mettre 3 et il va falloir faire tapis sur pas mal de rivers. Donc ça peut marcher, hein. Je dis pas que ça marchera pas du tout. Ça peut marcher, mais il faut avoir effectivement un plan où tu vas en mettre 3. Et le problème, c'est que ici, tu as touché un 5, donc bon, je pense pas que tu vas miser. Ici, tu te doutes bien. Ta main est moyenne, on va dire, moyenne basse, mais tu as fait une paire, donc tu bats des bluffs. Donc je pense que tu vas checker. Oui. Enfin, c'est ce que tu aurais fait en tout cas à froid, voilà. Oui, tout à fait. Ouais, donc voilà, tu check. Ton adversaire va faire de mémoire, il va miser. Je sais plus le sizing. Ton adversaire size, en plus, un size très étrange. Ouais. Parce que tu vois, je m'attends à ce qu'il fasse ce size, enfin tapis avec des straights. Bon, vu s'il a 8 et 9, tu vois, depuis le début, il ferait tapis. S'il a un valet, peut-être qu'il fera ce sizing là. Mais en tout cas, en fait, je vois pas tant de value en réalité ici. Parce que je pense pas qu'un 10 fasse ce sizing là. Je vois pas un 7 faire ce sizing là. Maintenant, la question, c'est qu'on ne sait pas qui est notre adversaire. On n'a pas d'informations dessus. Il y a un monde où un recall est plutôt bon. Mais ici, c'est vraiment sans information. C'est hyper dur de le prendre. Parce que, alors, c'est toujours bien de bloquer les flush backdoor plutôt que la flush principale. Parce qu'effectivement, si tu bloques les trèfles, tu lui enlèves beaucoup de bluffs. Là, le fait d'avoir les backdoors fait que tu lui laisses tous les trèfles. Donc, tu as potentiellement plus souvent la gagne. Tu n'as pas de 8, tu n'as pas de 9, tu n'as pas de dame. Donc, en réalité, tu as plutôt une bonne main, hein, Hiroko, dans ce spot. Maintenant, la problématique, c'est qu'on est complètement à l'aveugle, puisqu'à la turn, tu as laissé un peu trop de mains. Et du coup, je pense que c'est assez inconfortable. Hein. Mais je pense qu'il faut call ici, malgré son sizing qui est un peu étrange, parce que je m'attends vraiment à ce qu'il fasse tapis avec ses meilleures mains. Donc, en gros, pour moi, il est en train de bluffer ici. Mais voilà. Rendre la situation moins inconfortable, je pense qu'il vaut mieux que ce soit toi qui est le lead à la turn et qui fasse un sizing plus cher. Effectivement, tu aurais réussi de check un river sur celle-là, mais en tout cas, tu aurais enlevé pas mal de bluffs et tu aurais une situation plus simple de fold river. Et donc, je crois pas que tu es payé. Enfin, pour moi, ce call sans information, il est très dur à prendre. Et si je le prends, je prends beaucoup de notes sur la main que je vais avoir en face, puisque c'est ça qui va définir, si tu le retrouves, de savoir s'il est capable de bluff ou pas. Un adversaire compétent va pouvoir bluff ce sizing. Un adversaire mauvais a potentiellement un sizing quasi pot que de la value. Et ça, sur ses limites, c'est un peu le problème où
des fois, ils font aussi des folies et sans information, c'est très dur, quoi. Ouais, c'est vrai que le size est bizarre et je me dis que, étant donné que je fais petit flop et petit turn, avec beaucoup de ces values, il va me raise. Je trouve aussi qu'il y a peut-être un intérêt à penser à call. En fait, l'avantage de faire big Ouais, c'est que à je la vais turn, sortir. c'est que tu vas faire. Enfin, ces trèfles vont souvent faire tapis à la turn. Ouais. Alors que sur petit, ils vont plutôt call. Mais une fois que le pot sera trop gros, ils vont potentiellement fast play leur trèfle et quelques tirages. Et du coup, en fait, ça te laisse assez tranquille river en sachant que bah, t'as éliminé suffisamment de mains pour qu'il n'y ait plus beaucoup de bluff river, quoi. Et donc, tu auras un fold facile. Là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de mains et du coup, il y a potentiellement un call qui est nécessaire ici. Ça me facilite le coup de size plutôt Exactement, big. ouais. Exactement. Ouais. Main suivante. Cette fois-ci, tu vas être dans un pot assez marrant. Tu as un adversaire qui a une blinde. Donc c'est une situation qui peut arriver, bon, pas fréquemment, mais qui est assez compliquée à jouer, puisqu'en fait, vous êtes tous les deux à 15 blindes effectives et un adversaire qui a quasiment plus rien. Donc là, c'est une situation qui est assez tricky et qu'il faut maîtriser, mais qui est pas simple. À noter effectivement que le joueur qui a peu de blindes est en SB, ce qui va effectivement tout changer versus un joueur qui aurait été en BB. Est-ce que tu as une idée de pourquoi? Je dirais principalement l'avantage de la position. Enfin, on va être en position sur celui qui est en bébé. Alors oui, mais imaginons, enfin je veux dire, si c'était la BB qui avait une blinde, est-ce que tu penses que les ranges sont les mêmes pré-flop ou pas? Non. Ok. Et du coup, c'est Non. plutôt ça. Est-ce que tu as une idée de pourquoi elles sont différentes? Bah, la SB aura des ranges plus strong que la BB. Là, c'est plutôt par rapport à est-ce que le pot va être bloqué ou ces choses-là. Ça qui m'intéresse. Non, ça te parle pas. Non, pas de souci, t'en fais pas. T'inquiète pas. C'est assez avancé et puis c'est des ranges, ce qu'on appelle asymétriques, donc avec des stacks qui sont différents et c'est pas la première chose qu'on apprend au poker. Donc en fait, ce qui va se passer ici, c'est que si tu limp ici, en fait, donc lui, il va effectivement call 100% du temps et lui va pouvoir faire ce qu'il veut. Lui a toutes les actions et ici, il a any to card, mais surtout, il a 15 blindes. Donc en fait, potentiellement, tu vas le laisser voir n'importe quel board et derrière, tu n'auras aucune information. Parce que lui peut rentrer avec ce qu'il veut, il peut te faire taper avec quelques mains, et voilà. Si la situation était inversée, et qu'ici, c'était le joueur à une bébé, quand tu limp, ce joueur-là est beaucoup plus dans une situation compliquée, puisqu'en fait, il a 15 blindes certes, mais il est en SB, donc il n'est pas obligé de rajouter le 0,5. Et surtout, derrière, il sait qu'il va jouer dans un pot protégé, hors de position, contre du coup un bouton qui va limper, min-raise ou jam, parce que du coup, c'est les trois options qui vont s'offrir à toi. Dans cette situation-là, en réalité, tu n'as jamais le droit de limp, parce que tu veux pas laisser ce joueur-là rentrer avec Initu. Okay. Alors que dans l'autre cas, tu sais que tu vas jouer à tapis, enfin tous les cas. Enfin, tu vas jouer lui à tapis en bébé dans tous les cas. Donc dans la situation où lui est en bébé, tu vas pouvoir avoir des limps parce que tu auras beaucoup de trappes et que tu sais que tu vas jouer à tapis pour un pot de 3 minimum. Je sais pas si je suis clair, peut-être que c'est pas tout à fait clair, mais en gros, en gros, si on résume la situation, quand tu joues contre SB short, enfin SB à une blinde et BB avec beaucoup de blindes, on n'a pas de limp. À l'inverse, quand bébé a une seule blinde, donc si lui était là tu vas jouer avec des limps parce que lui du coup qui sera ici, pardon, lui qui sera en SB, ne pourra pas s'amuser à faire n'importe quoi. Parce que le pot sera protégé et du coup, on jouera des pots. Enfin, en gros, il n'aura pas autant d'actions de ce qu'il veut et il ne pourra pas jouer 100% de ses mains. Ici, si tu limp, bah, c'est lui qui a l'action et qui décide de ce qu'il veut faire. Donc, dans cette situation-là, on ne limpe pas. Donc, je dis ça parce que je crois que tu vas limper. Voilà. Ouais, je me suis dit que j'étais grosso modo en HU en gros. Ce qui n'est pas exactement le cas. En réalité, tu n'es pas vraiment HU. Enfin, déjà, les 3 premières blindes vont être jouées avec lui qui a any to card. Parce que les 3 premières, en gros, le pot là va être joué contre un gars qui a any to card. Donc en réalité, il faut quand même le battre, tu vois, pour gagner le pot. Que c'est bien de bluffer lui, mais en fait, on s'en fiche. Si lui il a une meilleure main et il fait pair, bah t'as perdu quoi. Donc on va jouer une range un peu différente de quand il y a personne quand lui a plus de jetons quoi. Donc voilà, tu limp et là le problème c'est qu'effectivement, lui peut rentrer avec any to card ici aussi. Donc là, tu joues contre 2 joueurs qui ont any to card dans un pot qui fait 3 où pour le gagner, il faut absolument les battre et tu peux pas les bluffer. Donc c'est pas la situation qu'on adore. Ici, ton adversaire check. Bon, il t'envoie un petit emoji en plus. Bon, je sais pas pourquoi, mais on va le prendre comme une note. Qu'est-ce que tu ferais à froid? Bon, je pense que tu vois déjà ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Est-ce que tu verrais une autre chose à faire? J'estime être en value, du coup j'ai plutôt envie de value. Maintenant la question c'est de me dire est-ce que j'ai vraiment 3 streets de value avec un 10? Pas forcément sûr, mais à froid je préfère bet quand même. Ok. Et le sizing du coup? Est-ce que c'est... Sizing value, je dirais de faire entre 2 tiers et 3 quarts. Ok, bah, je suis complètement d'accord avec toi. Ici, il faut miser. On joue encore une fois contre Enitu. Donc ici, s'il a un 2, il peut avoir des 2, des 5, des 10. Bah, quasiment tous ces 10 sont moins bons que les tiens. Puisqu'on se doute bien que s'il avait As-10, Roi-10, Dame-10, il serait revenu sur toi pré-flop. Donc la seule main qu'il peut avoir, effectivement, c'est Valet-10 ou quelques Dame-10 qui ont split ou te battent. Mais tout le reste, tu le bats quasiment. Après, le problème, c'est qu'aussi, il peut avoir 5 et 2, 10 et 5, 10 et 2. Ces mains-là, tu lui as laissé dans sa range.
range. Donc, on est un peu à l'aveugle, mais on sait que globalement, s'il paye, c'est qu'il a des paires ou des tirages, quoi. Donc, autant maximiser ta value tout de suite. Et par contre, on va faire attention à ce qui se passe parce qu'on est un peu à l'aveugle et du coup, on va poser la question, on va dire. Donc, mes chers me va très bien. Donc, si je suis totalement d'accord avec ta mise, ton adversaire paye et vient un 2. Est-ce que cette carte t'inspire quelque chose? Je crois que ton adversaire va check. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant à froid sur ce 2? Bah, vu que tu as mis l'accent sur le fait que en limpant préflop, je laisserai rentrer avec Enitu dans le coup. Enfin, je laisse rentrer avec Enitu dans le coup. Il peut potentiellement avoir des 2 ici. Ok. Maintenant, j'estime être toujours en value. Ok. Donc, tu as envie de miser ici? Ouais. Ok. Et si tu mises combien? Sachant que le pot fait 7, dont 3 protégés, mais bon, on va dire que là, il y a des chances que tu l'aies battu, lui, sauf s'il a un 2. Hein, mais... Bah, je continue sur quelque chose comme entre 2 tiers et 3 quarts pot. Enfin, l'idée, c'est d'avoir un pot de size bet à la river. Ok. Ouais. Ici, en réalité, il faut que tu comprennes ce que tu values. Ouais. Et la problématique ici, c'est que ce que tu bats maintenant, alors tu continues à battre des 10. Ça, il n'y a pas de problème. Tu bats 10 et 9, 10 et 8, 10 et 7, 10 et 6, 10 et 4 et 10 et 3. Bon, ce qui reste quelques mains. Tu bats des 5 et tu bats des 4 et 3 qui seraient encore là. Parce que potentiellement, 4 et 3 va payer au flop, hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais par contre, maintenant, tous les deux sont passés devant toi. Et c'est une partie non négligeable vu que toi, tu bloques un 10. Donc, on va dire qu'il y a beaucoup plus de 2 que de 10 chez lui. Même si globalement, bon, bah, il y a autant de 2 que de 10, hein, puisqu'il y a 2 et 2, donc ça en fait autant. Mais du coup, il faut faire attention ici, parce que tu vas être dans une situation où tu vas être à la limite entre le value cut et le value bet. Ouais. Et elle est là, toute la problématique dans cette situation, c'est que tu as laissé beaucoup trop de mains dans sa range et du coup, on ne sait pas vraiment où on en est. Dans ce genre de situation, on fait très attention et on prend surtout pas des sizing big parce qu'il y a trop de chances de se value cut. Okay. Donc, à froid, je peux comprendre un petit bet, genre un bet 2, tu vois, et fold sur tapis. Okay. Parce que je considère qu'il fera jamais tapis avec un 10. En fait, un 10, il me serait revenu dessus déjà dès le flop. Donc pour moi, il n'y a plus de 10 qui peuvent faire tapis à la turn. Ouais. Donc s'il fait tapis à la turn, selon moi, c'est un 2 ou rien. Ouais. 4 et 3, pour moi, pareil, il serait déjà revenu dessus. Parce que là, tu vois, c'est pas une belle carte quand tu as 4 et 3 pour bluff. Donc je ne vois aucune value, enfin aucun bluff, pardon, qui ferait tapis à la turn. Donc je préfère petit sizing si tu veux bet, voire même le check me dérange pas du tout parce qu'en fait, on aura potentiellement plus de visibilité sur la river. Et je value pas non plus énormément de mains, tu vois, si je bet à la turn. Ouais. Donc sans information ici et je fais très attention, on va dire. Parce que ce 2 est vraiment, vraiment catastrophique pour toi. Et donc, tu choisis un sizing big. Et en fait, le problème du sizing big, c'est qu'il faut avoir la discipline derrière quand il fait ça de fold. Parce qu'ici, il n'y a pas un cas où tu le bats. Bah, pour ce qu'on vient de dire, en fait, en réalité. Et encore, moi, je faisais un petit sizing. Donc, le petit sizing, il peut y avoir plus de bluffs chez lui. Ici, il se dit que bah, quand tu fais ça, tu vas plus fold. Et du coup, bah, ici, il n'y a plus que des bluffs. Enfin, il n'y a plus que de la value, pardon. Et s'il n'y a plus que de la value, bah, on n'a aucun intérêt à miser et encore moins à payer. Donc, ici, je pense que tu peux économiser dans tous les jours 8 blindes parce que tu seras jamais devant, quoi. Okay. Et en plus, il a fait un truc assez incompréhensible. C'est qu'il a réussi à te value 10 et 5 en jouant la main de manière très étrange. Je m'attendais pas du tout à avoir cette main-là ici. Mais effectivement, ça te bat. Je m'attendais vraiment à ce que ça raise au flop. Mais si en plus de ces deux, il commence à avoir 10 et 5, c'est encore plus catastrophique de bet, tu vois. Ouais. Parce qu'il est capable de value sin. Enfin, c'est vraiment sin d'aller faire tapis avec ça, tu vois. Enfin, mais en même temps, tu lui as donné un argument. Tu lui as dit, bah voilà, je bet très cher. Mais ce qui est étrange, c'est qu'ici, tu vois, tu peux complètement avoir 2 valets, quoi. Tu peux avoir 2 valets et il a perdu. C'est clair. Et il a 0%, quoi. Donc ouais, je pense que lui, il est trop sin. Parce qu'il doit avoir normalement que des 2 dans ce sizing-là. Ouais. Et il a eu un peu de chance que tu te chauffes avec un 10. Mais voilà, donc ouais, ici, bon, l'erreur principale, elle est pré-flop. Ouais. Donc, encore une fois, c'est la plupart des coups en réalité au poker. L'erreur, elle vient du pré-flop. Et c'est là qu'on s'améliore rapidement parce que tu vois, pré-flop, tu min raise, potentiellement, il est plus là. Et donc, le coup, il n'existe pas et tu perds pas 30 blindes. Enfin, tu perds pas 15 blindes, pardon. Mais voilà, du coup, ici, faire très attention dans les pots multi-way bloqués, à ne pas surestimer sa main et à être capable de la fold quand en face, on nous renvoie des signes de force, quoi. Et là, le si était beaucoup trop fort pour le coup. Donc voilà. Et de toute façon, pas de miracle de mémoire. Non, voilà. Roi, donc tu perds. Ouais. On se retrouve sur une nouvelle main. Du coup, tu es contre le même adversaire. D'ailleurs, je pense que c'est la main d'après. Ou non, il a dû se passer quelques petites mains puisque tu as plus que 6 blindes. Tu as limpé au bouton. Jusque-là, pas de problème. Il nous a pas montré que c'est un adversaire particulièrement reg. Donc, limp au bouton, c'était de pas de problème. Tu arrives du coup sur un flop 9, 7, 4. Et ici, tu décides de check. Je pense qu'il faut quand même miser ici. Parce qu'en réalité, tu as de la value sur des 4. Bon, on sait que cet adversaire, en plus, est pas chiant en check raise, vu que même sa value, il la check raise pas. Vu que 10 et 5 tout à l'heure, il t'a pas raise. Sur 10, 5, 2 et il t'a raise à la turn seulement. Donc, il t'a donné 2-3 informations sur le fait que bah, il va pas raise sa value. Donc, on se méfiera par contre sur la turn et la river. Mais par contre, il va pouvoir te laisser ses bêtes tranquillement, vu qu'il va pas te mettre dans une situation compliquée de faire tapis avec des mains moins bien. Et en tout cas, aussi des mains meilleures. Donc, ici, je pense que ses bêtes 100% est une bonne option. Du coup, turn 3. Ton adversaire mise pot. Donc voilà, il t'a encore rendu la situation compliquée. Ici, la problématique qu'on va avoir,
c'est qu'avec les informations qu'on a eues pour l'instant, on n'est pas sûr à 100% que ce soit un joueur régulier. Et si on n'est pas sûr que ce soit un joueur régulier, les joueurs récréatifs vont avoir beaucoup de value dans ces spots-là, là où les joueurs réguliers sont capables d'avoir des bluffs. Ici, vu ce qu'il nous a montré, j'ai envie de le mettre un peu entre les deux. Son play de pas raise 10-5 sur 10-5-2 est quand même assez avancé, même s'il n'est pas totalement compréhensible. Je pense que tous les joueurs récréatifs auraient plutôt pris un raise. Et par contre, je comprends toujours pas pourquoi il a fait tapis sur la doublette du 2 à la turn. Mais voilà, ici en tout cas, on va considérer qu'il est mi-reg, mi-fiche. Mais du coup, je pense qu'il va falloir payer une fois avec ton set. Ouais. Mais en ayant encore une fois des warnings énormes, puisque on l'a vu, quand il mise cher, c'est plutôt qu'il l'a. Donc on va faire attention ici et on a le droit de fold dès maintenant en fait, en réalité, contre cet adversaire-là. Plus l'adversaire va être mauvais et plus ici il n'y a pas de bluff, quoi. Donc je pense qu'on peut payer une fois, mais en faisant très attention. Maintenant, le 6 river, je pense que c'est l'une des pires cartes pour toi. Puisqu'en réalité ici, on va dire que s'il avait un 9, en gros si tu as valu un 9 flop, river, il y a des chances que, bah de toute façon tu es toujours derrière un 9, quoi. Donc un 9 peut check, un 9 peut jam s'il est un peu fou, mais un 9 peut check. Il y a des 7 qui te battent ici, t'as le pire 7. Et le problème c'est que les bluffs, ils avaient souvent des 5, donc ils font quinte. Ou alors potentiellement il avait 6 et 4, parce que c'était des mains qui avaient des tirages. Donc en fait, en réalité, ce 6, il complète un peu tout pour ce qui est ses bluffs. Donc maintenant ici, je m'attends à ce que tu es de sa part plutôt un check ou un jam. Et il va faire un truc assez étrange ici, c'est qu'il va faire 1. Et je pense qu'il t'a donné la seule situation où tu peux t'en tirer. C'est-à-dire qu'ici, un 5, il n'y a pas un cas où il fait 1. Du coup, selon moi, il est en train de t'annoncer qu'il a une main qu'il est prêt à fold. Parce que tu vois, il t'a fait très cher ici. Ouais. En gros, il t'a fait très cher ici. Donc selon moi, soit il a raté un flush draw. Donc là, tu le bats effectivement sur 1. Tu bats un flush draw, puisque le flush draw, de toute façon, il peut pas être au 9. Donc au mieux, il a un flush draw au 4 ou au 6 pour qu'il bête aussi petit, tu vois, vu que tu as le set de cœur. Donc il peut pas avoir de cœur, enfin de tirage couleur meilleur que le tien, enfin meilleur que ton set. Donc tu bats ses flush draws, sauf un 5. Les 5, je les mets pas dans ce sizing là. Les 5 pour moi, ils font tapis. Ils sont très contents de faire tapis. Et qu'est-ce que je mets d'autre? Je mets potentiellement des 7 et des 9 qui veulent essayer de te value sin. La question c'est, est-ce qu'ici il vient pas de te dire si tu fais tapis, je fold? Je crois. Okay. Alors la situation est pas simple, encore une fois. Je pense que si tu avais misé flop, ça aurait été plus simple. Ouais. Parce qu'on aurait eu un peu plus d'informations et tu aurais été plus maître du coup. Là, tu subis le coup et c'est rarement les situations qu'on adore. Donc ici, je pense que tu peux faire tapis, mais tu peux pas vraiment payer. Tu peux pas vraiment payer parce qu'il peut avoir des 9 en value et des 7. Et encore une fois, ces mains-là te battent. Donc là, tu peux que battre des flush draws et tu vas perdre contre des 9 et des 7. Si tu fais tapis, il peut fold des 9 et des 7 et tu vas faire fold les flush draws, mais ça, on les battait déjà. Donc je pense que vraiment, le tapis est très très efficace et que je m'attends vraiment à ce qu'il n'y ait aucun 5 ici. Donc soit il est capable de hero call un 9 et un 7, ce qui est dur parce qu'en réalité, il y a quand même le 5 qui est rentré. Donc c'est pas ça. Donc faut qu'il arrive à hero call ça. Et ouais, selon moi, il t'a donné l'information que tu peux y aller, quoi. Okay. Donc voilà. Donc tu y as pensé et t'as fini par payer. Et voilà. Donc tu vois, il t'a annoncé qu'il était en value sin. En gros, il t'a fait un peu ce que pas mal de joueurs récréatifs font, c'est-à-dire que quand leur main est encore forte, ils font très cher. Donc à la turn, son 9 était la top pair, il tapote. Et à la river, sa main est devenue moins forte et il t'a fait 1. Donc ça, c'est un sizing tel que que tu et vous devez apprendre. C'est en gros que quand ils changent de sizing en descendant, c'est que leur main est moins forte. Il faut absolument attaquer ces mains-là. Parce que bah, du coup, ils ont des mains qui leur plaisent, qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent value sin, mais il faut les punir et faire tapis dans ces situations. Et là, tu vois, si t'avais fait tapis et t'avais call ça, tu prends juste une note et il n'y a pas de problème. Le problème de payer, c'est qu'effectivement, il peut te value des 9 et des 7. Là où je suis assez sûr, c'est qu'il aurait fold des 7 si t'avais fait tapis. Et après, peut-être qu'il aurait call quelques 9, quoi. Mais voilà. Ouais, je suis d'accord. J'y ai pensé et j'ai interprété son sizing river comme le fait de me dire qu'il avait potentiellement une main qui serait capable de fold, mais j'ai pas su identifier lesquelles à chaud. Ouais. Mais ok, je vois, c'est très clair. Mais est-ce qu'à froid, du coup, tu vois un peu la range, voilà comment elle est composée Oui, c'est plus net. Maintenant, avoir le recul de me dire, ça va aussi dépendre du joueur. C'est pour ça que tu parlais de prendre une note. C'est difficile d'avoir du recul sur la fréquence à laquelle il va pouvoir fold des 7, voire potentiellement des 9 quand je fais tapis ici. Bah, après, de toute façon, ce que tu dois noter maintenant, surtout, c'est que toi, tu dois fold à la turn. Oui. Parce que maintenant, tu sais que dans son sizing pot à la turn en probe, il n'y a pas de bluff. Ouais, je suis derrière. Donc, en fait, si on décortique le coup, là, ce qui est cool, c'est que normalement, t'es plus la river. Soit tu sais bet flop, tu vas check turn et river, bah ça va check, puisque je ne m'attends pas à ce qu'il value. Donc au pire, tu auras décidé du coup et voilà. Donc tu aurais perdu une blinde dans ce spot. Soit tu check le flop et turn tu fold parce qu'il va faire trop cher. Parce que tu sais qu'il y a des 9. Bah soit c'est à peu près tout. En gros, soit tu arrives à faire tapis dans ce spot, mais ce spot pour moi il se reproduira plus, quoi. Parce que tu auras soit c'est bet, soit fold à la turn. Mais par contre, effectivement, il faut prendre une note, quoi. Et l'erreur selon moi elle est au flop et je me dis bah quand je suis en bluff total, j'ai c'est bet 100%, quand je suis en value, je sais bet 100% aussi, et quand je suis un peu dans un entre-deux avec une seconde paire mal kickée, je suis en mode c'est peut-être là que j'ai pas mon c-bet 100%, mais en fait c'est quand même plus facile à jouer. Et puis prends vraiment des situations le plus simples. Plus tu vas te simplifier la vie et plus en réalité le coup au global sera simple, puisque tu auras
tu auras un peu de visibilité sur ce qui se passe et tu vas toi-même démasser un peu les ranges et avoir des trucs un peu plus précis. Et du coup, faire des plays plus simples puisque tu auras enlevé certaines mains toi-même. Puisque là, plus que là, potentiellement, tu sais pas s'il bluff ou s'il en value. Même si son size était une information, mais c'est trop dur d'être sûr à 100%. Quoi. Autant toi prendre la line aggro et ce sera tranquille. Quoi. Du coup, alors cette fois-ci, main suivante, on se retrouve contre un adversaire que tu as déjà joué sur les mains précédentes qu'on a revues. Donc on avait plutôt un joueur récréatif. Donc contre un joueur récréatif, on va prendre les ranges contre un joueur récréatif. Et je vois ici du coup que tu as limpé. Et donc je vais en profiter pour présenter un des outils que Spinelite met à disposition des élèves, qui est donc les ranges de Spinelite qui sont disponibles sur le site. Il suffit simplement d'aller sur le site Spinelite, se connecter et cliquer sur les ranges gratuites. Il faudra juste rentrer son email et ensuite vous aurez accès à ces ranges-là. Et du coup ici, quand on regarde du coup ce spot-là, donc SB contre BB, on est du coup 15 deep, donc entre 14 et 18. Et on voit ici que le combo Dame 10 suité est plutôt un combo qu'on va min-raise. Donc on voit d'ailleurs qu'on a très peu de limp en réalité. On va limp du coup quelques combos suités, quelques combos off ici. Et voilà, on voit qu'on va quand même prioriser le min-raise et tapis avec quelques ASICs évidemment. Et du coup ici on sera dans une situation où on va plutôt min-raise, call quand votre adversaire va faire entre 3 et 5 on va dire. Et puis ensuite fold quand il fera tapis puisqu'on considère que notre main sera pas assez bonne pour pouvoir payer contre les tapis. Et du coup, on estime quand votre adversaire va faire tapis quand vous allez min-raise, ce sera quasiment que des... Alors, on peut rapidement regarder la range qu'il est censé avoir contre min-raise. Voilà. Un joueur, enfin, si vous jouez contre un joueur régulier, voilà ce que vous allez devoir, avec quelle main vous allez devoir faire tapis. Donc, quasiment tous vos ASICs et beaucoup de vos paires. Donc, contre Dame 10, c'est assez pas, enfin, on n'est pas incroyable avec Dame 10. On sera jamais devant en réalité. On sera en flip contre les pockets. Les As vont nous dominer plus ou moins. Bon, As-Dame étant la pire scénario pour nous. À noter, voilà, je pense que potentiellement, les joueurs récréatifs vont rajouter quelques rois X qui nous dominent, mais en tout cas voilà, ils prendront pas évidemment les bluffs, hein. Je m'attends pas du tout à ce que les joueurs récréatifs aient des bluffs, et surtout qu'en fait le min-raise va faire fold énormément de mains, voire même beaucoup plus que ça, donc on va être très productif en min-raisant et en faisant fold beaucoup de mains, et on va juste faire à fold parce qu'on considère qu'on n'a pas l'étiquité nécessaire contre un joueur récréatif. Effectivement, contre un joueur régulier on s'en fiche de jouer des flips puisque c'est pas là où on gagnera de l'argent. Par contre, contre un joueur récréatif, on peut se dire que plus tard on aura deux opportunités qui seront meilleures pour gagner de l'argent. Donc si on revient rapidement à ta main, ici tu as donc limpé et ton adversaire va faire du coup ce que l'on craignait, c'est qu'il fait tapis. Donc voilà, comme je viens d'expliquer, ici on a plutôt une situation où on va fold de cette main, encore plus versus limp, pas quand on limp plutôt, parce qu'on considère que notre adversaire a une range trop orientée As-X, Roi-X qui nous domine et des pocket pairs, puisqu'ici votre adversaire va faire aussi tapis avec deux As, deux Rois, deux Dames, potentiellement deux Valets, deux 10, qui sont des mains contre lesquelles on a très peu d'équité. Et surtout qu'on aura l'opportunité de gagner de l'argent plus tard en position. Donc ici je pense que tu avais un fold facile. Parce que même ici en flip, on n'est pas content. Puisque voilà, contre un joueur récréatif, on préférera jouer des coups post-flop que des flips. Donc ici, voilà, tu es en flip. Pas de problème particulier, mais voilà, on va plutôt préférer le jouer post-flop et perdre un peu de V à fold ici. Donc voilà, juste petite situation que tu aurais pu éviter en regardant les ranges. Nouvelle main. Ici, du coup, on est sur un jackpot x5. Donc voilà, tu es à 10 blindes et ton adversaire également. Tu vas limper dans cette situation. Donc joueur récréatif. La seule chose qu'on a noté sur les mains précédentes contre lui, bon, je sais pas si tu l'as encore en tête, c'est que ton adversaire, il aime bien click quand tu c-bet. Okay. On sait pas encore ce que c'est, parce que tu n'as pas pu payer, mais voilà, c'est une information qui va nous servir effectivement. Bon, tu vas le voir. Du coup, ici, tu vas décider de check. Bon, avec l'information que je viens de donner, je pense que le check est quand même pas mal. Pourquoi? C'est qu'on n'est pas sûr que ton adversaire raise que de la value, mais par contre, on ne sait pas s'il a des bluffs. Donc, sans cette information-là, ça devient un peu compliqué de pouvoir c-bet 100%, parce que potentiellement, s'il commence à mettre des bluffs dans ses ranges de raise et qu'il est capable de multi-barrel, ça va être très compliqué à jouer ta main, puisqu'effectivement, tu as certes deuxième paire, mais low kicker, donc tu as pas envie de la gâcher, quoi, on va dire. Et du coup, peut-être que c'est mieux, enfin, c'est sûr même, que c'est mieux de check ici. Donc, je sais pas si tu avais tout ça en tête à ce moment-là, mais en tout cas, tu as pris selon moi la bonne option. Donc, tu check ici sur un 8. Bon, tu vois ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est une option qui te paraît cohérente? Tu as envie de miser? Tu as envie de miser combien? Bah là, ouais, quand je check flop et que je fais un sizing value, donc plutôt 1,5. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres options qui te plairaient? Tu pourrais envisager là à froid? Ouais, check me paraît pas forcément mauvais non plus. Ok. En gros, je pense que c'est plutôt en bluff catch, quoi. Ok. Ici, je pense que la clé du coup, elle est sur l'information que j'ai donnée tout à l'heure. C'est que tu as un adversaire qui est capable de raise quand tu bets. Et l'avantage, c'est qu'on sait qu'au flop, il aurait bet un as. Alors déjà, il y a peu de chances qu'il en ait pré-flop, parce que pré-flop, quand tu limp, on se doute bien qu'il y a beaucoup d'as qui vont partir. Ce qui fait que, bon, il y a très peu d'as chez lui, mais on sait qu'ils auraient tous bet au flop, donc il n'y en a plus aucun. Arrivé à la turn. Donc à la turn, il lui reste quoi? Il lui reste des R complets, donc il est complètement raté le board. Ça, c'est possible, hein, il n'a pas bet et il bet pas forcément tous leurs bluffs. Il lui reste des 4.
Je pense qu'on peut enlever une partie des valets, puisque pour la même raison que je pense que des Asics auraient misé au flop s'il en restait, les valets vont quasiment tous miser au flop. Donc en réalité, il lui reste des 4 qui vont check, des bluffs purs, pas tant de flush draw, puisque la plupart des flush draw, on aime bien les miser dans ces spots-là, ça check au flop. Donc en réalité, il lui reste pas mal de R, des 4, quelques valets, et c'est à peu près tout, à part des R. Donc, vu qu'il y a quand même pas mal de 4, et que sur les 4, tu as très peu de value, enfin, peut-être tu qu'un barrel de value, je pense que tu peux faire extrêmement cher. Okay. Ici, j'aurais overbet et payé son tapis, parce que selon moi, quand j'overbet ici et qu'il fait tapis, il n'y a que des flush draws. Je m'attends pas à ce qu'il y ait des valets meilleurs que moi, mais encore une fois, je vais en revenir au début. J'ai dit une information qui est intéressante, selon moi, c'est que ton adversaire est capable de raise. Donc là, on a défini sa range. Dans sa range, il y a normalement pas beaucoup de mains qui nous battent. Alors, il peut avoir fait 4 et 8, hein, mais ça, c'est une main. Donc c'est pas très grave. Donc ton option est vraiment intéressante parce que tu peux lui laisser l'opportunité de te bluff quand tu mises 1.5. Dans mon option, il peut plus faire tapis en bluff. Ou il est en semi-bluff dans mon option parce qu'en fait, il va faire tapis un flush draw et c'est pas un bluff complet. Moi, c'est juste que je lui coupe un peu son équité et que je préfère faire très cher. Et du coup, toi, si tu fais un sizing 1.5, selon moi, c'est pour induce un bluff. Et tu penses que tu gagneras plus d'argent dans cette option-là parce que tu as un adversaire qui est capable d'avoir des raises en bluff. Donc moi, j'aime beaucoup cette option que tu as prise. Et ici, tu as fait 1.5 et ton adversaire t'a raise 3. Donc, hyper intéressant, tu vois, c'est exactement ce que je t'ai dit. Tu as potentiellement induce un bluff ici. Et dans tous les cas, ici, ce qui est cool, c'est que toutes les options sont possibles. Ici, tu peux faire tapis. Ça me choquerait pas, en tout cas, de faire tapis parce que je m'attends vraiment à ce que je batte tous les valets et que les valets meilleurs soient au flop. Donc, ici, qu'il a un 4 ou un 8, je le vois pas lâcher une main. Je le vois pas faire ça avec un flush draw. Flush draw, il aurait fait tapis. Donc ici, c'est plutôt bien parce que tu es plutôt devant toutes ses mains. Donc payer me va aussi pour la simple bonne raison que les cœurs me font pas peur. Bah, s'il y a une doublette du 4 ou du 8, je ferai très attention puisque c'est les cartes sur lesquelles je mets le plus. Et c'est à peu près tout, quoi. Et potentiellement, il a un R complet, il a 10 et 2 off. Et je suis très content de le laisser bluff river parce que je ne sais pas s'il est capable d'en mettre 2. Donc l'option jam me va, l'option de call me va. Mais en tout cas, j'aime beaucoup que tu aies fait 1.5 ici. Donc call, super. Du coup, toi, tu pars dans l'option où, bah, ok, il a potentiellement des 4 et des 8. Mais pourquoi pas garder tous ces 10 et 2 off, toutes ces merguez complètes qui sont encore là, ce qui est une très bonne option. Et du coup, tu check river, complètement ok. Bah, pour toutes ces raisons-là, encore une fois, s'il est capable de bluff turn, potentiellement, il est capable de bluff river. Et là, il check. Bon. Et tu vois, il y avait dame 8. Donc, ce que ça nous dit sur lui, c'est qu'il raise un peu au pif. Ouais. Il surestime fortement ses mains. Et du coup, maintenant, contre cet adversaire-là, il vaut mieux faire tapis turn parce qu'il a des mains. Il a pas 10 et 2 off. Il estime mal ses mains, mais il a pas R complet. Contre un gars qui a R complet dans ce spot, tu as fait le meilleur play parce que tu peux le laisser faire tapis river s'il a 7 et 6 off, quoi. Maintenant que tu as défini que cet adversaire, c'était pas ce style-là, on va mettre cet adversaire dans une autre case, qui est la case, il est capable de se value cut. Moi, je définis que dans sa range, il n'y a pas de value, ou en tout cas, je bats ses mains de value. Donc, je fais tapis. Donc là, maintenant, à la turn, tu sais que contre cet adversaire-là, tu vas faire la même line à la turn, sauf que quand il va te revenir dessus, tu vas pouvoir faire tapis tranquillement pour être sûr de prendre le maximum au 4 et au 8. Mais encore une fois, parce que tu as défini qu'au flop, tu avais check, donc qu'on a enlevé beaucoup de ses valets, et du coup, ta main est devenue beaucoup plus forte parce qu'il a check back à la turn. Au flop, pardon. Oui. Donc voilà. Donc c'était une main très intéressante parce qu'elle est pas commune. C'est une situation qui est pas si simple que ça puisqu'on la joue rarement. Mais voilà, une fois que tu as joué cette main-là contre cet adversaire-là, absolument prendre la note qu'on a cet adversaire est dans la case des capables de se value cut. Donc si on définit sa range correctement et qu'on arrive à évaluer notre main de la bonne manière, on sait qu'ici on peut faire tapis profitablement à la turn et du coup gagner son tapis contre des 4 et des 8, quoi. Ouais. Non, une belle note à prendre, ouais. Très intéressante, ça. Et bah écoute, PB, très content d'avoir revu avec toi ce premier gameplay de notre série. On se retrouve très vite de toute façon pour la suite de tes avancées. Tu démarres du coup avec 500 € de bankroll, on rappelle, et tu vas essayer de monter à 10 000 € le plus rapidement possible. Je serai à tes côtés pendant tout le long de l'aventure. N'hésitez pas du coup à laisser des commentaires, à demander à PB des informations complémentaires sur son parcours ou sur qui il est. Il répondra à mon avis avec plaisir. Pareil pour moi, n'hésitez pas si vous avez la moindre information sur Spin Elite, sur mon parcours ou autre, n'hésitez pas. De toute façon, j'avais tourné une vidéo interview avec Raph qui sera aussi disponible dans la description. Et puis du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne pour avoir la suite des aventures de PB et savoir en combien de temps il va réussir ce superbe challenge. Et bah voilà. Allez, ciao à tous. Salut PB. Merci à tous. Salut. Ciao.